On essaiera de voir comment il peut impliquer notre système immunitaire et quelle est la nature de cette réaction immunitaire. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Le docteur Sidney Seban est avec nous. Bienvenue, vous êtes Bonjour. Pédiatre, spécialiste des maladies respiratoires et vous êtes coordinateur du réseau bronchiolite Île-de-France. Bon, les médecins pédiatres se sont retrouvés en première ligne pour répondre aux questions des patients qui sont arrivés en même temps que l'apparition du coronavirus en France. On parle plus d'épidémie depuis hier, puisque c'est une pandémie. L'OMS l'a reclassé au stade de pandémie. Qu'est-ce que ça change ? Ce que ça change en pratique, c'est qu'il faut s'attendre à une circulation plus importante et plus intensive du virus. Qu'il n'y a pas effectivement, quand on parle de pandémie, en fait, de limite dans l'espace par rapport à une simple épidémie, et c'est pour ça que de plus en plus de pays sont touchés par l'apparition, en tout cas, de nouveaux cas d'infection due au coronavirus, en tout cas au nouveau coronavirus 2019. C'est un spécialiste de la respiration, du système respiratoire. On verra tout à l'heure comment le coronavirus dérègle ce mécanisme. Oui, on essaiera de voir comment, effectivement, il peut, en tout cas, impliquer notre système immunitaire et quelle est la nature de cette réaction immunitaire qui peut à la fois être bénéfique, et elle est souhaitable d'ailleurs, pour se défendre efficacement contre n'importe quel virus d'ailleurs, y compris le coronavirus. Et puis, comment de temps en temps, en fait, il peut y avoir un excès de réaction immunitaire et peut-être une maladie qui est l'expression en fait de cet excès de réaction immunitaire, peut-être ce à quoi on a à faire face avec le coronavirus de temps en temps. Partons, si vous voulez bien, ce matin des observations chinoises ou italiennes qu'on a de l'expression de la maladie. Déjà, pour ce qui concerne les enfants, comment sont-ils exposés et touchés à la maladie ? Oui, alors c'est important que vous commenciez par ça, parce que ce sont bien sûr, en tant que pédiatre, vous imaginez des questions qui sont récurrentes depuis plusieurs jours, voire depuis quelques semaines. Et on peut, avec ces données qui reviennent de Chine, mais aussi avec des données qui reviennent d'Italie maintenant, affirmer avec on va dire un bon niveau de référence que les enfants, en fait, ne font pas de forme sévère du virus. Alors, ne pas faire de forme sévère du virus, ça veut dire quand même être, en tout cas pour les enfants, être exposé à ce virus et donc faire des formes, on va dire, plus banales ou plus classiques de ce qui se voit avec n'importe quel virus respiratoire, que ce soit le virus respiratoire syncytial qui est à l'origine notamment de bronchiolite, que ce soit les virus de la grippe, les rhinovirus et bien d'autres virus respiratoires, donc qui vont provoquer chez les nourrissons, chez les enfants, de banales rhinopharyngites, rhinobronchite, parfois quand même aussi des infections pulmonaires, mais en tout cas tout un cortège de maladies, on va dire, du système respiratoire qui sont en tout cas chez les enfants bien tolérés dans la plupart des cas. Quelles sont les hypothèses jusqu'à présent en termes d'hypothèses, que les enfants ne fassent pas de formes graves? Alors je crois qu'il faut revenir aussi sur un principe d'humilité. Le principe d'humilité en médecine et puis en science, c'est de dire, voilà, nous avons à faire face à un nouveau virus émergent, donc les connaissances sur ce virus sont très faibles, en tout cas elles s'accumulent. Et il y a un deuxième, si je peux faire une petite digression, il y a une deuxième bonne nouvelle, en dehors de celle que l'on vient de donner pour les parents, et notamment pour les enfants, là, en disant que très probablement, ou dans l'immense majorité des cas, en tout cas, il n'y aura pas de forme sévère chez l'enfant. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de coopération scientifique que depuis, effectivement, l'émergence de ce nouveau coronavirus. C'est-à-dire que même lorsqu'on va rechercher de la bibliographie, notamment sur des articles qui sont parus récemment, ils sont en open access, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont ouvert à l'ensemble de la communauté médicale et scientifique. Et donc, c'est un point, on va dire, très important et extrêmement positif, en tout cas comme conséquence immédiate de l'arrivée de ce nouveau coronavirus. Ceci étant dit, nous avons que des connaissances qui sont extrêmement parcellaires, et c'est pour ça que l'ensemble des praticiens qui sont interrogés sur le coronavirus, manquent de données, on va dire, factuelles. Le niveau de connaissance reste très faible, ce qui nous renvoie quand même à beaucoup d'humilité. Alors,
Même avec des dizaines d'années de pratique, finalement, on peut être confronté à la nouveauté. Au-delà de cet aspect, effectivement, d'humilité, de défaut encore de connaissances, on va dire, importantes ou massives sur la prise en charge, sur éventuellement des tests de dépistage, sur un traitement, sur une prévention, qu'elle soit vaccinale, puisque c'est le sujet du jour, eh bien, ça renvoie vers cette humilité qui doit nous amener à nous reposer des questions et puis peut-être à essayer, à partir du peu de connaissances que nous avons, eh bien, d'élaborer quelques hypothèses et de faire quelques extrapolations. Voilà, on en est quand même réduit aujourd'hui beaucoup à ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme hypothèse ? Et je reviens vers la question princeps que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est-à-dire comment peut-on expliquer le fait que les enfants finalement ne font pas des formes sévères ? 2 hypothèses. Maintenant, il pourrait y en avoir d'autres. La première, c'est que les coronavirus et l'ensemble de la famille des coronavirus humains, nous y sommes, et les enfants y sont d'ailleurs très fréquemment confrontés. Je ne parle pas du nouveau coronavirus, mais je parle de ses cousins qui ont l'habitude effectivement de se promener dans nos contrées. Donc ça donne la plupart du temps des rhinopharyngites, des bronchites, des infections des voies aériennes supérieures ou parfois inférieures. Donc c'est des choses qui sont très banales. Donc peut-être que les nourrissons ou les enfants qui sont confrontés régulièrement en tout cas à ce type de virus, eh bien ont peut-être un peu d'immunité croisée, comme on dit, c'est-à-dire que l'immunité qu'ils ont développée contre d'autres coronavirus peuvent leur servir. Ça, c'est une première hypothèse. On peut en élaborer une seconde. Peut-être que là aussi, vis-à-vis d'un système immunitaire qui est naïf, il faut rappeler aussi que le système immunitaire du nourrisson et de l'enfant est un système immunitaire en voie de construction, et donc sa naïveté le protège quelque part un peu, puisqu'il n'y a pas d'excès de réponse immunitaire vis-à-vis d'un nouveau variant du coronavirus, et donc peut-être on resterait à une maladie relativement banale, avec une expression de symptômes qui sont très courants, comme le nez qui coule, le nez bouché ou mal de gorge, avec bien sûr un peu de fièvre et on tousse un peu. Alors, est-ce que ça complique votre travail finalement quand les parents vous appellent, soit pour peut-être vous parler d'un symptôme ou d'une maladie de saison, ou peut-être parce qu'ils suspectent un coronavirus chez leur enfant ? Je ne sais pas si on peut parler de complications de travail. Ça change quoi, vous, dans les questions que vous posez aux parents et dans la façon dont finalement vous travaillez ? Alors, la façon dont on peut travailler, ça ne change pas grand-chose en fait. La seule chose qui change peut-être, c'est qu'on va donner un niveau peut-être d'explication. Où on va aussi répondre aux questions des parents, ce qui est normal. Donc, si vous voulez, pour un pédiatre, et je parle pour aussi tous mes consoeurs, tous mes confrères, je dirais la notion effectivement d'explication, la notion d'accompagnement, la notion de guidance est quelque chose qui est au cœur de la pratique pédiatrique. La notion même de prévention, je dirais, implique effectivement cet investissement dans l'éducation. D'accord ? Donc, quoi de plus vis-à-vis du coronavirus ? Eh bien oui, encore plus d'éducation, et je crois que c'est un troisième effet positif du coronavirus, en quelque sorte, c'est notre capacité à, justement, à partir de quelques connaissances, de les diffuser au maximum. Parce que, en diffusant les connaissances, d'abord, ça vaut mieux que de diffuser le virus, on est bien d'accord, d'une part, et d'autre part, on va rendre les gens plus au courant, plus responsables, plus vigilants, plus attentifs, et donc on va augmenter justement le niveau de connaissance de la population. Et donc c'est ce qui est déjà en train de se passer. On appréhende mieux les mesures d'hygiène, on change nos pratiques. Probablement que cette crise épidémique aura aussi des effets, on va dire, bénéfiques dans l'appréhension et dans les mesures d'hygiène, et surtout dans
dans la prise en compte de la fragilité et de notre propre fragilité. Alors les parents le sont de façon inconsciente, ils sont face à finalement un être en voie de développement et donc ils prennent conscience de leur fragilité, mais là, ça c'est de plus en plus accentué et d'ailleurs on se rend compte aussi de la fragilité de nos aînés et c'est un point important justement quand on est en situation de vigilance. Donc tout ce que l'on fait aujourd'hui est pour certains peut-être exagéré, mais non, je pense que c'est quand même très justifié. Il n'y a pas d'exagération. Donc, quelques conseils qu'on peut donner aux parents, aux parents de jeunes enfants, des conseils pratiques à appliquer au quotidien. Oui, tout à fait. Bon, les conseils aujourd'hui, c'est celles que l'on donne déjà et qui sont largement relayées aussi dans les médias, la télévision, partout. Déjà, c'est des précautions vis-à-vis de soi-même et des mesures d'hygiène. Donc, si l'on est, pour un adulte, j'entends, si on est aujourd'hui enrhumé, si on a de la fièvre, déjà, essayez de porter un masque. Si vous n'avez pas de masque, vous pouvez toujours aussi, en l'absence de masque, aussi changer régulièrement d'écharpe à mettre devant votre bouche ou lorsque vous toussez. Donc, il faut se laver les mains. Se laver les mains, c'est aussi permettre, en tout cas, limiter la diffusion du virus. Et donc ces mesures d'hygiène, elles sont à appliquer au quotidien. D'ailleurs, quand on s'occupe d'un nouveau-né ou d'un jeune nourrisson, on va aussi, de facto en tout cas, avoir ces mesures qui sont des mesures de bon sens. Et donc je pense que laissons aussi aux gens, aux parents et à toute la population, laissons-les appliquer aussi des règles de bon sens. N'allons pas chercher midi à 14h, mais appliquons des choses très, très, on va dire, classiques et qui sont issus d'un raisonnement très basique. Donc, lavage des mains, protection éventuellement des voies aériennes. Alors, j'entends ici ou là qu'il n'y a pas suffisamment de masques, qu'il faudrait des masques de type FFP2, etc. Il y a quelques évidences quand même qui reviennent des connaissances qui sont accumulées quand même sur le coronavirus et sur le nouveau coronavirus, qui disent finalement probablement que le vecteur effectivement du coronavirus, en tout cas lorsque l'on postillonne, ces postillons en fait sont des grosses gouttelettes qui tombent rapidement en tout cas par terre, c'est-à-dire qu'elles ont, on va dire un rayon d'action d'environ peut-être 1 mètre, 1 mètre 50. Je rappelle que pour nous qui faisons de la radio, la gouttelette tombe sur le micro. Tout à fait, elle tombe sur le micro. Donc peut-être qu'il faudra effectivement, dans ces conditions-là, tout à l'heure procéder à un nettoyage. Un nettoyage du micro. Du micro, c'est du bon sens, vous voyez, c'est des choses très très pratiques à partir de connaissances factuelles. Donc étant donné que ça ne va pas très très loin, un simple masque chirurgical, d'accord, peut permettre d'arrêter en tout cas la progression effectivement de ces postillons. Donc si on est malade, mettons un masque. C'est une barrière suffisante. C'est une barrière. Donc le but du jeu, c'est mettre une barrière. Si vous prenez un coureur de 100 mètres de niveau international, il va courir le 100 mètres en 10 secondes, ok, mais si on lui dit de courir un 110 mètres haies, il va mettre 3 secondes de plus. Donc en fait, tout ce que l'on dit ici, c'est de mettre en place des mesures barrières, lavage de mains, distance sociale, éventuellement protection des voies aériennes, masque, pour justement gagner du temps. Et gagner du temps, c'est aussi nous permettre, à nous, professionnels de santé, de ne pas avoir tout le monde à soigner en même temps. Et ça, c'est une dimension qui est importante. Si tout le monde est malade en même temps, et si l'épidémie touche toute la population en même temps, on va forcément dépasser les capacités d'accueil et de prise en charge. Alors que si on arrive à lisser l'épidémie, à la faire durer peut-être un peu plus longtemps, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avoir moins de malades en même temps, à ce moment-là, on ne dépassera pas les capacités du système sanitaire français et son organisation pourra répondre aux besoins de la population. Alors ça, on essaye de... En gros, aujourd'hui, on est en train de gagner du temps, c'est ça? Tout à fait. On n'empêchera pas la diffusion épidémique. Par contre, ce que l'on peut faire, et nous sommes tous responsables, on a tous une part, on va dire, du jeu à jouer, on est tous acteurs dans cette partie un peu particulière, c'est de limiter effectivement la diffusion du virus. Donc, nous, en tant que professionnels de santé, lorsqu'on va accueillir des patients, qu'est-ce que l'on va faire ?
c'est pas très compliqué non plus. On peut organiser nos cabinets de façon à prendre un tout petit peu plus de temps avant que le patient n'arrive et avant qu'il ne reparte, de façon à ce que les patients évitent de se croiser. Tout bêtement. Vous voyez, c'est pas tout le monde dans la salle d'attente en même temps. Pas tout le monde dans la salle d'attente. Par exemple, en ce moment, ce que je dis aux familles qui viennent me voir, venez avec un enfant malade. Ne venez pas avec un enfant malade, plus son frère, plus sa sœur. De façon à ce qu'ils ne croisent pas éventuellement dans la salle d'attente ceux qui sortiraient en étant eux-mêmes malades. Vous voyez ? Donc c'est des mesures aussi de bon sens. On va dans une salle d'attente, on va peut-être enlever tout ce qui sert à rien, c'est-à-dire les journaux, les livres, parce que le virus peut aussi rester quiescent, c'est-à-dire vivant peut-être sur des surfaces lisses. Donc on va, bien entendu, ça sera peut-être moins gai dans la salle d'attente, mais on va enlever les jouets. Pas Voici et on va enlever les magazines. Et tout ça. Voilà. Donc on va garder strictement que les choses nécessaires. Et puis on va aérer aussi les salles d'attente ou les cabinets médicaux. Et je le redis aussi à tous les gens, même s'ils sont malades aujourd'hui chez eux, aérer, si vous avez quelqu'un qui est à côté de vous et qui est peut-être malade, la bonne façon de faire, ça sera d'aérer et donc de déconfiner l'endroit où l'on se trouve. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont très, on va dire, de bon sens, finalement, et c'est ce que l'on applique d'ailleurs déjà bien avant l'arrivée du coronavirus. Donc voilà, toute cette organisation, toute cette vigilance vis-à-vis à la fois de la distance sociale, sur le fait de s'arrêter, de se serrer la main, de se laver les mains fréquemment, et ceci peut s'enseigner aussi aux enfants. Et donc, je ne rate jamais une occasion de le faire, que ce soit au cabinet ou lorsque ça m'arrive encore de faire des visites. Donc voilà, de donner ces bons conseils, en tout cas, aux parents. Il y a beaucoup de questions sur le corona, c'était pas le sujet de l'émission. Moi, j'en ai marre tous les matins d'être réveillé, je vous le disais, par le nombre de nouveaux cas et le nombre de morts du coronavirus. Pourquoi est-ce que finalement on communique sur ces chiffres-là ? Ça, peut-être que c'est un biais de communication lié à la présentation médiatique. Peut-être qu'on préfère communiquer sur la peur que sur se réassurer. On pourrait aussi dire, voilà, finalement, avec le coronavirus, 98% des gens qui vont le contracter vont rester en bonne santé. Donc, on pourrait voir quand même un verre qui est largement plutôt plein. C'est présenter les choses d'une façon, on va dire, moins angoissante. Quand vous sortez du TGV et que le TGV il est arrivé à l'heure, vous ne vous arrêtez pas pour embrasser le conducteur. Et c'est bien dommage. Parce que vous devriez être content. En ce moment, on ne peut pas l'embrasser. Mais... C'est aussi un des paradoxes de la vaccination, puisque c'est aussi le sujet du jour. C'est que vous êtes vacciné contre tel ou tel agent infectieux. Vous êtes vacciné contre la méningite à méningococcée. Vous n'allez pas rentrer chez vous ce soir et vous n'allez pas sauter dans votre lit parce que vous allez dire « Ah ben tiens, aujourd'hui, je n'ai pas attrapé la méningite. » Je suis passé à travers. Ouais. Je suis passé à travers. Donc, si vous voulez, les bénéfices de la vaccination ne sont pas visibles. Ils ne sont pas tangibles. Ils sont visibles à l'échelle d'une population, mais individuellement, vous n'en prenez pas conscience. Donc c'est important, là, vous voyez, dans la façon de présenter aussi de temps en temps le coronavirus, on pourrait simplement dire, pour l'instant, en tout cas, en France, 98% des personnes qui vont être amenées à être infectées par le coronavirus, finalement, vont faire une forme qui ne va pas être, en tout cas, délétère. Beaucoup de questions sur les tests qui ne sont pas proposés à tout le monde. Alors on l'a vu, il a été proposé au ministre de la Culture qui présentait peu de symptômes, donc ça a fait toute une bronca. Donc finalement, qui doit être testé et qu'est-ce qu'on peut, dans l'état actuel des tests qui sont proposés, obtenir comme information ? Oui, alors justement, on peut parler, on peut prendre juste quelques instants avec les auditeurs pour expliquer quelle est la vertu et quelle est l'utilité d'un test. Effectivement, lorsque l'on a une maladie émergente, dont on ne peut au départ, on va dire, connaître son niveau de réplication, etc., ou son arrivée sur un territoire, il peut être intéressant, effectivement, de tester, effectivement, les nouveaux cas pour essayer au maximum de les isoler et donc faire en sorte d'avoir des mesures préventives pour éviter ou en tout cas contenir ou endiguer, comme l'on dit, la multiplication et les contaminations primaires, secondaires, tertiaires. Donc,
Donc là, effectivement, on a une très bonne utilité à faire des tests pour essayer de repérer là où est un nouveau signal. D'accord. Bon. Lorsque le signal est répandu, et lorsqu'il y a, en l'occurrence, du coronavirus peut-être un peu partout, okay, quel est l'intérêt de faire un test ? Puisque l'on sait... Pour la personne qui est malade, en fait. Oui, tout à fait. Mais étant donné que si tout le monde présente à peu près les mêmes symptômes du coronavirus, c'est-à-dire je tousse, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge et j'ai de la fièvre, d'accord, on peut, de façon présomptive, d'accord, penser que c'est, à juste titre, le coronavirus. Donc le test ne nous sert plus à rien. Un test est utile s'il permet à un médecin éventuellement de changer sa décision, de dire pour vous restez à domicile ou pour vous éventuellement aller à l'hôpital. Mais ce qui va changer là la décision médicale, d'accord, c'est le suivi clinique de son patient. Qu'est-ce que l'on va faire et qu'est-ce que mes collègues font aujourd'hui quand ils ont affaire à des enfants qui ont peut-être des rhinopharyngites ou qui ont une bronchite actuellement? Eh bien, on demande aux parents de nous rappeler pour nous donner des nouvelles, ou on va nous-mêmes les rappeler pour s'enquérir de savoir si la forme, en tout cas de maladie des voies aériennes supérieures ou inférieures qu'ils font, c'est-à-dire rhinopharyngite ou bronchite, etc., est bien tolérée. Parce que si effectivement les choses ne vont pas mieux, ou s'il y a des complications cliniques, c'est là qu'il va falloir peut-être effectivement agir, d'accord, et conduire ce patient à être peut-être encore plus surveillé ou être hospitalisé. Donc, pour toutes les formes banales, on va surveiller, d'accord. Et puis, lorsque on aura des signes que la tolérance est mauvaise, c'est exactement comme dans la bronchiolite du nourrisson. La plupart du temps, ça va très bien. Dans 5% des cas, eh bien, les nourrissons doivent être hospitalisés. Comment peut-on repérer ces cas ? Eh bien, lorsque bébé s'alimente moins bien ou lorsque la fièvre est mal tolérée. Donc, on a des signes quand même qui nous permettent de nous dire, tiens, là, ça ne va pas comme d'habitude, et donc cet enfant, il faut peut-être le surveiller de façon plus importante et lui donner des soins plus conséquents en secteur hospitalier. Mais la généralisation des tests permet aussi peut-être d'isoler les gens plus rapidement. Alors oui, c'est une tactique qui a été employée, une stratégie visiblement qui a été employée en Corée du Sud. Nos amis coréens ont fait le choix effectivement de multiplier les tests en population générale, ce qui fait que ponctuellement ils ont attrapé des petits poissons et ils les ont tout de suite isolés. Ça semble être aussi une stratégie efficace. En tout cas, mais l'idée aussi en France qui a été de dire, voilà, on va tester autour des premiers cas groupés, autour des foyers, les premiers foyers pour les isoler, est aussi une stratégie qui permet aussi d'endiguer et de ralentir la progression de l'épidémie. Donc, on est dans un match, actuellement, d'accord ? Et bien sûr que les gens, après le match, vont nous dire, vous en avez fait trop ou vous en avez pas fait assez. De toute façon... On a beaucoup reproché à Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé à l'époque, en avoir beaucoup trop fait sur l'achat des vaccins. Tout à fait. Je ne fais aucun reproche à Madame Bachelot, et je trouve que on s'en est même moqué a posteriori. Au moment où elle avait les informations, d'accord. Je peux faire un parallèle peut-être osé avec le match de football d'hier soir, mais si machin avait joué à la place de trucs, est-ce qu'on aurait perdu ou est-ce qu'on aurait gagné? Mais tout ça, c'est biaisé. Il y a ce qu'on appelle un biais de rétrospection. C'est-à-dire qu'après la bataille, d'accord, c'est toujours très facile de dire, mais on aurait pu changer, ou on aurait pu on aurait pu changer de stratégie ou de tactique. Non, c'est pendant le match qu'il faut réfléchir avec les informations que l'on a en temps réel pour décider. C'est la seule façon de procéder. Bien sûr, les classiques auront peut-être à tort, pourront nous critiquer parce qu'ils diront oui, mais après c'est toujours plus facile. Les tests sont utiles aussi pour savoir si on est guéri. Les tests sont utiles pour savoir si on est guéri. Encore faut-il aussi, et là vous restez aussi un peu humble vis-à-vis des performances des tests. Il n'y a aucun test qui est fiable
à 100%. Et lorsqu'un test se négative, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de virus, ou est-ce que c'est parce que peut-être le test s'est trompé? Alors, bon, les tests ne se trompent pas quand même de façon très très importante, mais là, ici ou là, on peut avoir de temps en temps ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire on vous teste positivement alors que vous n'avez rien, et puis de temps en temps, des tests qui sont faussement négatifs, on vous dit que vous n'avez rien alors que vous avez. Donc là aussi, ce qui compte, c'est la clinique, et le test ne vient que pour éventuellement changer la décision. Mais ce n'est pas, je dirais, sur le test que l'on va baser toute la stratégie. Dans l'état des informations que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'on a des cas de personnes qui l'ont eu plusieurs fois? Alors, ce qui a pu se passer, c'est que peut-être des personnes ont eu des tests qui étaient positifs, qui se sont négativés, puis qui se sont repositivés. Donc, la question à se poser, est-ce que les tests sont fiables, ou est-ce que les gens peut-être se sont réinfectés une deuxième fois, ou est-ce qu'il y a eu peut-être une réactivation du virus après quelques jours? Toutes les hypothèses sont sur la table, là aussi, hein. Qu'est-ce que ce coronavirus nous apprend, Dr Seban, sur les maladies infectieuses aujourd'hui? Eh bien, voilà, comme la communauté scientifique nous rappelle à notre propre humilité, on ne sait pas tout. Et on ne peut pas avoir réponse à tout immédiatement. Donc ça, eh bien, le coronavirus, finalement, nous met face je dirais, à notre fragilité d'être humain. La vie ne tient qu'à un fil, dit-on. Et donc, ça nous renvoie, effectivement, à ce qu'ont peut-être connu peut-être nos plus anciens. Qu'est-ce qu'il en était au temps où il y avait de la polio? Qu'est-ce qu'il en était au temps où il y avait des épidémies très importantes de rougeole? Vous pouvez vous rappeler un vieux proverbe malien qui disait après la rougeole, compte tes enfants. Donc ça nous renvoie effectivement à cette fragilité que nous avions lorsque nous étions confrontés soit à la typhoïde, soit à la poliomyélite, etc. On avait l'impression que les maladies nous tombaient dessus. Et surtout, rappelons-nous, encore il y a peut-être un siècle et demi ou deux, la mortalité infantile effroyable, le tribut qu'on payait des tas et des tas d'enfants et des tas de nourrissons aux maladies infectieuses. Si nous n'avons pas fait bien sûr des progrès en matière d'hygiène, mais aussi s'il n'y avait pas eu la vaccination et l'arrivée des antibiotiques, donc c'est on va dire une conjonction, on va dire, de phénomènes qui nous ont permis de surmonter et de venir à bout, en tout cas, et encore pas tout à fait, de la mortalité néonatale et infantile. C'est aussi les progrès de la vaccination qui l'ont permise, parce qu'on sait que le nouveau-né et le nourrisson et le jeune enfant est un être fragile sur le plan immunitaire, et donc il faut le protéger contre des maladies graves. Par contre, il faut laisser faire le système immunitaire avec des maladies bénignes. Bien, à noter que cette pandémie de coronavirus arrive au moment où l'Angleterre vient de guérir un deuxième patient du sida, 10 ans après. Oui. Ouais. Et l'information a été noyée d'ailleurs. Oui, elle est noyée, comme effectivement on pourrait se dire, mais c'est dommage. Voilà, la vaccination et l'absence de vaccination a aussi des effets indésirables. Eh bien, les effets indésirables de la non-vaccination, c'est aussi la résurgence d'un certain nombre de maladies, la résurgence de la rougeole. Il y a eu quand même ces 2 dernières années plus de 3000 cas de rougeole en France, en tout cas déclarés, d'accord, et que parmi malheureusement ces cas, il y avait des gens qu'on aurait pu simplement avec un vaccin protéger efficacement. Donc ce sont des morts qui seront, lorsque l'on a des vaccins à disposition et que ces vaccins bien entendu soient efficaces, d'accord, mais ce sont des morts qui sont strictement évitables. Est-ce que les personnes qui ont été vaccinées contre la grippe cette année sont plus résistantes au coronavirus? Alors malheureusement non. Malheureusement non. Chaque maladie a peut-être son virus ou sa bactérie responsable, et donc à chaque maladie peut-être éventuellement un vaccin, mais en tout cas les anticorps que l'on fabrique à l'occasion de la stimulation vaccinale contre le virus de la grippe, ne nous protège que contre la grippe. La clé ne nous permet que d'ouvrir que la serrure du virus grippal et non pas celle du coronavirus. Comment est-ce qu'on fait pour élaborer un vaccin contre un virus qui a muté ? Alors,
C'est une question complexe, mais parce que visiblement, il a muté, hein, le virus. Alors, voilà. Ce qui est important, c'est d'ailleurs le virus de la grippe, en tout cas celui de la grippe A, mute aussi assez régulièrement. Si les mutations sont peu importantes, ne changent pas, on va dire, les caractéristiques fondamentales de l'enveloppe ou du virus, sachez que les anticorps vont toujours pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne, ces nouveaux mini-changements. D'accord ? Par contre, s'il y a un saut, s'il y a un grand changement dans les capacités effectivement du virus à s'adapter finalement au système immunitaire, là, effectivement, il va falloir qu'en parallèle, effectivement, le système immunitaire s'adapte. Ce qui fait que lorsque vous avez un vaccin avec lequel vous fabriquez des anticorps contre un virus donné, si ce virus change, eh bien, les anticorps que vous avez fabriqués ne vont pas forcément marcher. C'est ce qui se passe avec le vaccin de la grippe. Chaque année, d'accord, en fonction du type de virus qui a circulé l'année précédente, eh bien, l'OMS donne une formulation pour que les industriels, en tout cas de la vaccination, et les firmes puissent effectivement fabriquer donc un nouveau vaccin. Et donc, le vaccin que nous avions cette année pour la grippe, d'accord, était constitué et était visé, en tout cas, les 4 souches qui ont circulé en 2000, dans la saison 2018-2019. Donc, on a toujours, on va dire, un temps de retard. D'accord ? On fabrique un vaccin qui est censé être efficace sur le virus qui a circulé la saison précédente. Mais si le virus a muté, qu'est-ce que constatent les gens ? Eh bien, tiens, le vaccin, il marche moins bien. Donc, mais c'est d'une logique implacable. Ce qu'il nous faudrait, et les gens travaillent dessus, ce sont ce qu'on appelle des vaccins universels contre la grippe. Je ne parle que de la grippe. Donc sur toutes les souches de grippe. Ouais. Qui marchent sur toutes les souches de grippe, même celles qui pourraient être en situation de pouvoir muter. Donc ça veut dire que l'on repère dans le virus de la grippe un déterminant, d'accord, de son enveloppe, qui ne change jamais. Même si le génome du virus de la grippe va muter, eh bien, il y aura des parties qui ne changeront jamais. Et si on arrive à cibler effectivement ces sous-composants du virus qui ne changent jamais, eh bien, à ce moment-là, on a un vaccin qui marche tout le temps. Donc, c'est les voies d'exploration aujourd'hui de la fabrication d'un virus universel contre n'importe quel variant de la grippe. Alors, vous m'amenez peut-être sur la question du vaccin contre le coronavirus. Parce on dit que c'est une grippe. Oui, parce que ça, en tout cas, les symptômes ressemblent à ceux de la grippe. Mais vous avez des quantités de virus respiratoires qui donnent à peu près les mêmes symptômes, ce qui fait que les gens pensent peut-être de temps en temps à tort qu'ils sont grippés, alors qu'ils ne le sont pas. D'accord ? Ils ont simplement les symptômes d'un autre virus respiratoire qui donne les mêmes caractéristiques de signes, mais qui ne sont pas liés strictement, au sens strict du terme, au virus de la grippe. Et de temps en temps, ils vont dire, tiens, j'ai été grippé, pourtant j'ai été vacciné. Mais n'importe quel vaccin ne peut jamais faire mieux que ce qu'il peut faire, c'est-à-dire vous protéger contre un seul virus, en l'occurrence le vaccin de la grippe contre éventuellement le virus qui circulait d'ailleurs l'année dernière, et il ne vous protégera pas contre d'autres virus respiratoires. Les Français sont sceptiques, sont de plus en plus sceptiques concernant la vaccination. Qu'est-ce qu'il faudrait finalement pour les réconcilier avec les vaccins ? Je ne sais pas s'ils sont sceptiques. Je pense qu'ils sont hésitants. Et donc l'hésitation vaccinale, elle est liée à beaucoup de facteurs. C'est vrai que nous avons à notre disposition de plus en plus de connaissances. Nous avons accès sans limite, grâce à Internet et aux médias, à des tas de connaissances. Pour autant, nous n'avons pas forcément accès à la compréhension. Et donc, il faut des explications. Or, lorsque l'on est face à des informations qui sont peut-être aussi de nature contradictoire,
eh bien, en tant qu'être humain, on va dire, normalement constitué, eh bien, vous allez douter. Et lorsque vous doutez, eh bien, vous reportez votre décision. Puisque vous ne savez pas quoi choisir. Cette notion d'hésitation, en matière de vaccination, elle est quand même enquiquinante. Et elle est enquiquinante, pourquoi ? Eh bien, lorsque des parents vont hésiter à faire vacciner leur enfant, pendant ce temps-là, le chronomètre tourne. Et votre nourrisson, qui est un être fragile, dont le système immunitaire n'est pas encore très compétent, d'accord ? Il est exposé à un certain nombre de virus, de bactéries autour de lui. Et plus le temps passe, plus le niveau d'exposition augmente. Plus la probabilité d'être en contact peut-être avec un méningocoque, avec un pneumocoque, avec un virus de la rougeole va augmenter. Et donc, à ce moment-là, vous exposez inutilement votre enfant parce que vous avez dit, ben non, c'est peut-être pas utile de le vacciner. Donc l'hésitation vaccinale, elle repose en fait sur le fait de donner des informations et de faire comprendre aux parents l'intérêt de la vaccination. Donc, moi, ce que je ne cherche pas, c'est à convaincre et je ne cherche pas à contraindre. Je pourrais chercher à convaincre. Mais ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux questions des parents. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de les accompagner dans leur choix et de guider leur choix de façon la plus éclairante possible. Mais ce n'est pas moi qui vais choisir à leur place. Donc, dans un monde où on a un accès à la connaissance, le rôle des médecins est d'accompagner et de faire un bout de chemin avec leurs patients, de leur donner surtout les bonnes informations, de les aider à aiguiser leur sens critique vis-à-vis de « oui, ça c'est une bonne info » et non, ça c'est de la fake news. D'accord ? En matière de vaccination et de protection des enfants, c'est quand même très important. Alors, sur le nombre des vaccins qui sont obligatoires, aujourd'hui, il y en a 11. C'est bien ça. Ils sont vraiment tous obligatoires ? Alors, je crois qu'il faut expliquer aussi peut-être aux éditeurs pourquoi ils sont devenus obligatoires. Parce que c'est bien de comprendre pourquoi on est passé d'un régime qui était plutôt celui de la recommandation à celui de l'obligation. On aurait aimé, et moi le premier, que nous restions dans un régime de recommandation. C'est, on va dire, la panacée, finalement, du dialogue qu'il peut y avoir entre des familles et un médecin qui va leur expliquer le bien fondé de la vaccination, qui va répondre à leurs questions. Et donc, on est sur le mode de la recommandation. Pourquoi on est passé sur un mode de l'obligation en France, alors que nous avions déjà 3 vaccins qui étaient obligatoires, la diphtérie, le tétanos et la polio, et ça, que nos générations ont bien connu. Et je demande aux plus jeunes d'aller interroger leurs grands-parents, d'accord ? Alors peut-être pas maintenant, parce qu'il faut respecter justement la fragilité des plus anciens et de peut-être pas les voir en ce moment, parce qu'on peut peut-être diffuser du coronavirus, mais en tout cas, de leur demander de témoigner, ne serait-ce que par téléphone, de ce que c'était la vie au temps de la polio, de ce que c'était la vie au temps de la typhoïde, de ce que c'était la vie au temps de la diphtérie, où les enfants tombaient comme des mouches. Donc, c'est obligatoire parce que c'était obligatoire la ministre a cédé. Je pose une question. Est-ce parce que la ministre a cédé aux injonctions des lobbies des laboratoires ? Pas du tout. Alors, pourquoi c'est devenu obligatoire ? Parce que nous avons constaté en France depuis quelques années qu'il y avait un effritement des couvertures vaccinales. Alors, qu'est-ce que c'est que la couverture vaccinale ? La couverture vaccinale, pour expliquer ça très tranquillement à vos auditeurs, c'est la densité de la population qui est couverte et qui a reçu donc un certain nombre de vaccins. Il y a un paradoxe en matière de vaccination, c'est que les effets, comme je le disais tout à l'heure, les effets de la vaccination, ils sont visibles à l'échelle d'une population, mais pas à une échelle individuelle, puisque vous ne rentrez pas ce soir et vous n'allez pas sauter sur votre lit en vous disant « Ouais, chouette, j'ai pas attrapé la rougeole ». Donc c'est à l'échelle d'une population que l'on voit ça. Donc il y a une asymétrie. Mais la rougeole a disparu. Voilà. La rougeole pourrait disparaître, et je pourrais répondre à cette question tout à l'heure, mais en tout cas, elle pourrait disparaître. Pourquoi ? Parce que nous avons un virus qui est strictement humain. On ne peut pas le retrouver chez les chats, les chiens. En tout cas, il n'y a pas d'autre vecteur que l'homme pour contaminer d'autres personnes. Parce que nous avons un vaccin qui est
efficace, il suffit d'avoir une couverture vaccinale importante pour mettre des mesures barrières. Si le virus ne trouve pas de client à infecter, à un certain moment, il va finir par disparaître. Et c'est bien la mesure barrière que constitue aussi la vaccination qui est primordiale si on veut faire disparaître une maladie. Ça se mesure comment en termes de pourcentage Oui, ça se mesure en termes de pourcentage. On va regarder bien les carnets de santé des enfants, on va faire des enquêtes, on va bien entendu regarder aussi quel est aussi le nombre de cas de maladies qui apparaissent pour savoir, tiens, mais est-ce que la couverture vaccinale est suffisante pour arrêter effectivement la diffusion d'un virus. Donc on s'est rendu compte que la couverture vaccinale n'était pas suffisante. C'est ça ? N'est pas suffisante, ce qui fait que si vous n'avez pas de couverture suffisante, ça veut dire que, imaginons, vous avez à peu près 750 000, 800 000 naissances en France par an. D'accord ? Donc vous avez 800 000 nouveaux venus, d'accord, dans la communauté française. Si vous avez que 90% de cette cohorte, d'accord, de nouveaux venus, qui est vacciné contre, mettons, la rougeole. D'accord, 90%. Ça veut dire que vous avez 10%, d'accord, qui n'est pas vacciné, donc qui n'est pas protégé. D'autre part, parmi ceux qui sont vaccinés, il y a aussi de temps en temps quelques échecs de la vaccination parce que la vaccination, c'est pas 100% de protection. Donc vous avez aussi, parmi les vaccinés, des vaccinés qui ne sont pas protégés, un tout petit peu, mais il y en a aussi une certaine partie. Donc vous avez dans la population 10% de nouveau-nés, qui vont vieillir, forcément. Ils vont avoir 1 an, puis 2 ans, puis 3 ans, puis 4 ans, puis 5 ans, puis 10 ans, puis 20 ans. Au bout de 20 ans, 10% de 800 000, ça fait 80 000 multiplié par 10 ou par 20, ça fait 2 millions, 3 millions, 4 millions de personnes qui ne sont ni vaccinées, ni protégées contre la rougeole. À un certain moment, si le virus circule un peu, il va avoir beaucoup de clients. Et on est reparti pour des épidémies. C'est ce que nous avons connu en France, avec quelques milliers de cas entre pratiquement la fin des années 2000, 2009, 2010, 2011 notamment, et puis encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est ce qu'ont connu, par exemple, c'est ce qu'a connu la Roumanie, avec quand même, il y a 2 ans, plus de 15 000 cas. Ça veut dire aussi beaucoup de séquelles, beaucoup d'hospitalisations. Malheureusement, on n'en a pas parlé. On parle beaucoup de coronavirus, mais on n'a pas parlé de ces morts qui étaient strictement évitables, parce que là, nous avions un vaccin. Et là, sur 15 000 cas, ça fait combien de morts à peu près en Roumanie ? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts de la Roumanie, mais idée, nous avons eu quand même quelques décès en France, avec sur 3 000 cas, et plus aussi, en dehors des décès, mais nous avons eu beaucoup aussi d'hospitalisations et beaucoup de séquelles. Il y a des séquelles à la fois respiratoires, à l'issue d'une rougeole, mais on a aussi des séquelles parfois neurologiques définitives. Donc, pourquoi malheureusement, se priver, en tout cas, d'un instrument que nous aimerions bien avoir, là, dans le coronavirus. Pourquoi se priver d'un vaccin quand ils sont à disposition ? Donc, peut-être que cette crise du coronavirus aura des effets bénéfiques. Je l'ai dit tout à l'heure en matière d'hygiène, je l'ai dit tout à l'heure en matière de coopération scientifique, je l'ai dit tout à l'heure en matière de, là aussi, peut-être, de prise de conscience de la population, que si nous avons des instruments qui marchent, d'accord ? Même s'il y a de temps en temps, il faudra aussi peut-être en reparler, quelques effets indésirables, mais globalement, d'accord, pour la majorité, pour l'immense majorité de la population et pour l'immense majorité des enfants, c'est quand même un progrès très intéressant. Voilà, et en parler de façon, on va dire, posée, tout à fait décontractée. Pas idéologique. Bon, il y a aussi la question des adjuvants à poser, de l'aluminium, donc ce sont d'autres questions qui se posent. Qui se posent et auxquelles il faut répondre aux parents, parce que les parents ont besoin qu'on réponde à leurs questions. Ça aussi, c'est important. C'est important d'améliorer son niveau de connaissance. Bien, merci pour votre pédagogie, Dr Sidney Seban. Vous réécoutez l'émission en podcast, donc sur beurrefm.net. Vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Beaucoup. Très belle journée santé sur Beurre FM. À vous également.